Bon, bah on va commencer. Donc, c'est un topo sur la situation au Cameroun entre 1955 et 71, sur vraiment la guerre coloniale que la France a menée autour de l'indépendance du Cameroun, qui est en 1960. Et globalement, c'est compris pour montrer comment, aujourd'hui, dans les manuels scolaires, par exemple, ou de manière générale, l'État français laisse croire, ou l'éducation nationale, que la décolonisation en Afrique subsaharienne ça aurait été pacifique. Bon, on a déconné en Indochine, en Algérie, mais après on a compris. Ça, c'est vraiment des gros mensonges, quoi. Et c'est un mensonge qui perdure jusqu'à aujourd'hui. En réalité, à l'époque, c'était à peu près évident que le temps des colonies était fini. C'était un petit peu, les indépendances, c'était à peu près évident qu'elles devaient avoir lieu. Mais le problème de l'État français, du petit État français, c'était de gérer son retrait en apparence, c'est-à-dire d'une certaine manière de partir pour mieux rester. Et du coup aussi de former un État camerounais qui l'ait en main, dont ils connaissent les dirigeants, et de former une armée camerounaise qui soit liée, y compris à l'armée française. Et l'État français ne voulait surtout pas que l'indépendance soit imposée par en bas, par un mouvement populaire, et avec un parti sans être révolutionnaire, qui aurait une assise beaucoup plus large que les dictateurs, les dirigeants qui vont pouvoir après mettre en place. Donc, le 1er janvier 1960, c'est vraiment une prétendue indépendance qu'a le Cameroun. L'homme de main qui va prendre qui est l'homme de main de la France, il s'appelle Ahidjo. Et la guerre il est arrivé au pouvoir dans un contexte de guerre civile, et la guerre va continuer jusqu'en 1971, jusqu'à l'écrasement définitif d'une organisation indépendantiste dont je vais beaucoup parler, c'est l'Union des populations du Cameroun, UPC. Et au final, le Cameroun a vraiment été le laboratoire de la France-Afrique, c'est-à-dire du système mis en place par la France pour gérer les indépendances, pour mettre un système de contrôle étroit sur l'appareil militaire de chacun des pays, là au Cameroun mais aussi ailleurs, la monnaie, tout l'ensemble des systèmes politiques, bureaucratiques, administratifs, policiers. Évidemment, derrière, c'était pour le plus grand bénéfice des entreprises et aussi des plus petits affairistes français qui grenouillent autour d'eux et qui se font leur beurre comme ça. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Alors, j'ai vu que la prochaine conférence, c'est sur ça. Donc, c'est vraiment sur la conférence de Berlin. Donc, le Cameroun, en fait, il était déjà passé dans les mains de l'impérialisme allemand qui en fait sa colonie en 1884. Et juste à la fin de l'année, Bismarck va réunir toutes les puissances européennes. Il y a aussi les États-Unis, mais bon, ils n'en sont pas encore à dominer le monde. Et le principe, c'est on se partage l'Afrique. Donc là, l'image, c'est, vous voyez le gars avec le couteau, tout le monde reconnaît Bismarck. Alors ça, c'est la vision des Français, évidemment, hein. C'est Bismarck dans la tête du français, enfin pas du français, des dirigeants français. Et l'ambassadeur français à l'époque à Berlin, il va dire oh là là, mais on se partage le gâteau africain. Et ça va vraiment être ça, c'est-à-dire que ça sera le premier arrivé, premier servi. Et donc, ça c'est début 1885, ça se finit, cette conférence à Berlin. Et en 20 ans, l'ensemble du continent va être colonisé. Alors, le Cameroun, dans ce contexte, est une colonie allemande. C'est pour ça que ils l'écrivent avec un K. Ouais, c'est le Cameroun, avec un K. Il y a d'autres colonies allemandes. Il y a le Tanganyika, qui est devenu la Tanzanie. Mais on voit que, et puis en bas, la Namibie, il n'y a pas beaucoup de colonies allemandes. Bon, l'essentiel de ceux qui ont quand même mis la main sur le continent africain, c'est les impérialismes français et britanniques. Les Belges aussi. Alors, c'est le roi des Belges qui a fait du Congo sa propriété personnelle à l'époque. Dans tous les cas, quelle que soit la colonie, l'exploitation, elle est féroce. C'est le travail forcé, c'est les violences physiques pour faire baisser la tête aux gens, pour les exploiter. C'est mutiler les gens, faire travailler. Là, c'est les enfants. Donc ça, c'est au Cameroun, juste avant la guerre, la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est les enfants qui sont au Cameroun allemand qui sont en train de faire sécher des feuilles de tabac. Et la Première Guerre mondiale va concerner
y compris l'Afrique. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu. Nous, on a la vision de la guerre mondiale, c'est Verdun, c'est les grands champs de bataille en Europe. En fait, il y a quand même eu un certain nombre de combats en Afrique, même si c'est pas l'endroit où il y a eu les plus grosses batailles. Ceci dit, il y a eu tous les tirailleurs qui étaient là déjà depuis un bon moment, donc alors du Sénégal, du Soudan, du Congo, Brazzaville, qui servaient de force supplétive pour les troupes pour la France, par exemple, ou les Britanniques. Et là, il y a eu une guerre vraiment au Cameroun, y compris avec des destructions assez importantes, quoi, assez significatives, des combats pendant plus d'un an entre l'armée allemande et l'armée, d'un côté l'armée allemande et de l'autre côté les Français et les Britanniques. Et ils faisaient combattre les Français, ça c'est les tirailleurs qu'on voit là, des tirailleurs de l'armée française. On est en 1915. Et donc dans la légende, c'est marqué « La conquête du Cameroun, entrée solennelle des troupes ». Vous voyez, donc ça c'est l'impérialisme français, hein, quand on nous sort le truc, oui c'était la guerre pour se défendre des agresseurs prussiens, il fallait défendre la liberté, nanana. Tout ça c'est vraiment du baratin. Là on voit la réalité, c'est quoi le problème? On envoie des troupes, on met la main sur les colonies de l'impérialisme allemand. Et ils y sont allés, hein, y a pas de... Alors à la sortie de la guerre, évidemment, les puissances qu'avaient les Français et les Britanniques, bon ben qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc là, c'est à droite, c'est une image qui est dans la presse française à l'époque, en 1919. Ces taches noires étaient les colonies allemandes. Donc on voit qu'il y a le Togo, Togoland, ils appelaient à l'époque, Cameroun, l'Afrique orientale allemande, l'Afrique ouest allemande. Qu'est-ce qu'on va faire de ces colonies? C'est facile. Caoutchouc et cacao du Cameroun par bénéficiaire du porteur. Les Français, les Britanniques, ils se sont partagés tout ça. Alors, ils n'ont pas dit que c'est la colonisation au Cameroun. La Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, a dit « Non, vous n'allez pas coloniser, parce que, vous savez, c'était quand même bon, mais on va vous donner un protectorat. Et vous allez protéger ces populations qui, de toute façon, ne seraient pas assez matures pour l'indépendance, etc. Mais le protectorat, ça sera exactement comme la colonisation, ça sera la même exploitation, il n'y aura aucune différence. Aucune. » Alors, on va revenir un peu sur les militants. Vous allez voir, plusieurs fois, je vais parler dans l'exposé, je vais mettre plusieurs bouquins, quelques livres, des romans particuliers, sur tout ça, que ça vaut vraiment le coup de lire et de faire lire. Ouais. Donc, il y a un roman dont je vais parler juste après, c'est sur le livre, c'est Remember Ruben, et l'auteur, c'est Ruben Umniobe, pas l'auteur, le militant, le dirigeant. Donc lui, c'est un gars vraiment important, 1913-1958, qui est le fondateur de la fameuse Union des populations du Cameroun, le parti dont j'ai parlé dans l'introduction. Alors, Umniobe, c'est un gars qui était fils de petits paysans, d'un milieu pas très riche, plutôt au sud du Cameroun, et il a pu faire des études. Donc c'est un gars qui va être employé d'administration coloniale, instituteur, et qui va, dans les années 30, se politiser, donc dans différentes organisations, et qui vont commencer à réfléchir à il faut qu'on lutte contre la colonisation. Et donc, du coup, il va se politiser, notamment auprès de militants du Parti communiste français. Donc ça, ce livre que j'ai mis là, c'est « Afin que nul n'oublie ». Ça a été écrit par un militant, un responsable qui s'appelle Gaston Donat, qui était un responsable du PCF, et donc qui était à Cameroun. Et il animait un cercle d'études marxistes à Douala, pendant la guerre. Donc là, son livre, ça raconte notamment beaucoup d'événements de 1944. Et Ruben dit... dans un certain nombre d'écrits, que c'est quelque chose qui l'a profondément marqué, parce que la société coloniale c'était l'apartheid, hein, il y avait vraiment un racisme profond, avec des petits colons extrêmement agressifs, avec des préjugés racistes, etc. Et Umniobe, il va dire, c'est la première fois qu'il s'assoit avec des Blancs et ils discutent ensemble. Et donc, dans le livre, il y a la citation de Ruben qui dit « C'est la première fois que je m'assois à la table d'un blanc. Je considère cela comme un grand événement au Cameroun. Je ne l'oublierai pas. » Donc, ce militant, comme ses copains, vont être largement liés en fait, à des militants européens du Parti communiste français. Mais les choses avaient bien changé avec Staline.
Donc là, j'ai mis une affiche qui date... Ah, j'ai pas la date. De 1932. C'est une affiche que le PC a fait pour les 100 ans de domination française, notamment par rapport à l'Algérie. La colonisation de l'Algérie, c'est 1832. Donc là, en 1932, le PC, il sort une affiche comme ça. Franchement, il n'y a pas grand-chose à en retirer pour nous. Sous le drapeau du Parti communiste et de la CGTU, debout pour l'indépendance des peuples coloniaux. Et on voit l'image, il dénonce à gauche la misère, à droite la richesse. Et ça dénonce l'exploitation. Et très clairement, le PC, dans les années avant le stalinisme, ils sont pour l'indépendance des colonies. Et ça, c'est dans ce que disait l'internationale communiste à un moment de sa création en 1919. Le stalinisme va complètement éradiquer tout ça. Donc, pas d'indépendance. Ils vont proposer, au sortir de la guerre, plutôt un truc qui s'appelait l'Union française. Grosso modo, c'est... on garde. Le PC était devenu vraiment responsable vis-à-vis de la bourgeoisie française. Et une des choses aussi qu'ils vont complètement nier, c'est... vraiment combattre, c'est le fait que ce soit aux travailleurs de prendre la tête des révoltes et la tête des mouvements de décolonisation. Sachant que la guerre, en fait, elle avait vraiment attisé la colère contre les puissances colonisatrices. Là, j'ai mis un extrait. Donc, c'est une consigne du PCF en 1948 qu'ils adressent à leurs militants en Afrique. Et c'est pour former les gars comme Oumniobé. Et donc, il a écrit « Attention, il y a une tendance dangereuse à faire jouer à la classe ouvrière le rôle dirigeant dans le mouvement politique. » Donc vraiment, ils disent il ne faut pas que ce soit la classe ouvrière. Ils savent que quand les travailleurs prennent les choses en main, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Dans un certain sens, ils n'ont pas tort, parce que là, la situation va devenir de plus en plus compliquée à gérer, parce que la guerre, elle a fait prendre conscience à plein de soldats, par exemple, des tirailleurs, qu'ils n'étaient pas seulement des gens écrasés, etc. Ils étaient capables de se battre, de manipuler une arme. Ils étaient capables d'être des hommes, de se tenir droit. Quand ils rentraient au village, au pays, ils retransmettaient ces idées-là. L'autre aspect pour les colonies françaises, c'est que la France, elle a été battue en 1940. Et ça, c'est la démonstration que ceux qui nous oppriment, en réalité, ils peuvent être défaits. Et ça change beaucoup de choses dans les consciences. De Gaulle, vous le voyez là, De Gaulle, en bas à droite. Donc là, c'est De Gaulle, en bas à droite, dans une tournée d'inspection au Cameroun. Et De Gaulle, il avait besoin d'une armée. Mais son armée, en fait, elle était essentiellement une armée coloniale. C'était une armée de tirailleurs, et lui, il était à Londres, d'accord, mais en fait, son armée, là, il est au Cameroun, son armée, elle était constituée, y compris largement sur le continent africain. Et il va faire des promesses. Donc, une des promesses qui est un peu connue, c'est à la conférence de Brazzaville en 1944, où il sous-entendait que les pays colonisés pourraient avoir leur indépendance. Alors, on connaît un peu plus tous l'insurrection à Sétif, Guelma et Kerata en Algérie, en mai 1945, où l'armée française, avec l'appui des milices supplétives coloniales, a tué au moins 45 000 personnes. Donc là, c'est une image à droite du 8 mai 1945 de la population algérienne qui brandit le drapeau algérien et puis qui demande l'indépendance. Ça, c'est une époque où le PCF, il est au gouvernement. Il faut l'avoir en tête aussi. Et à Douala, un peu après, quelques mois après, en septembre 1945, il y a plusieurs semaines de grève et d'émeutes. Et au départ, c'est parti d'une grève de cheminots. Et dans les cheminots, d'ailleurs, les plus mal payés, ceux qui sont les précaires, les intérimaires du chemin de fer. Et il y a une grève qui est partie pour les salaires. De toute façon, à la sortie de la guerre, il y avait une très grosse inflation. Et ce problème des salaires, il était de partout, y compris ici, par exemple. C'était vraiment les gens, ils n'arrivaient pas à bouffer. Et le pouvoir colonial va réprimer. Donc ça fera plusieurs centaines de morts. Et là, y compris, il y a l'armée française, l'armée coloniale, on les voit à droite, là, qui débarquent. Et aussi tout un milieu de colons blancs. Donc ils étaient 15 000, vraiment des teigneux. Des mecs qui voulaient absolument rester, ils tenaient leur business, y compris, ils s'armaient, ils terrorisaient les gens, ils tuaient, ils assassinaient dans la rue. Alors face à ça, ça ne va pas entraver la révolte. En 1948,
Ruben Oumniobé, donc c'est lui là, avec ses lunettes de soleil, avec ses copains. Lui, c'est Ouandé, ça sera le dernier des dirigeants que la France, enfin que le Cameroun va faire exécuter, en fait, avec derrière la France. Il s'appelle Ouandé. Et donc, il crée l'Union des populations du Cameroun en 1948. Leur programme, c'est pas la révolution. Hein. Leur programme, c'est l'indépendance du Cameroun et c'est la réunification des deux Camerouns, c'est-à-dire du Cameroun qui était une colonie française, pardon, un protectorat, et du Cameroun qui était sous domination britannique. Au nord du Cameroun, en fait, c'était britannique. Donc, un des livres qu'il faut absolument lire, alors, il est plus réédité, mais ça se trouve encore d'occasion, ouais. C'est Remember Ruben. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Mongo Betty, qui est un écrivain camerounais, qui a surtout vécu en fait ici en France. Il était enseignant d'histoire. Et il a écrit un livre qui raconte le climat et la vie de plein de personnages. On imagine c'est autour de Douala. Il n'y a pas vraiment de pays dans le livre. C'est pas très précis, mais pas très précis géographiquement, si vous voulez. Mais il parle de plein de choses qui sont en fait de l'histoire du Cameroun et de la vie de Ruben et de la population du Cameroun. Un petit extrait du livre, du roman. Il était toujours question de Ruben dans les faubourgs. Les jeunes du quartier étaient prêts à mourir pour Ruben, tout de suite, s'il le faut, et avec joie. J'ai souligné faubourg parce qu'on voit dans le bouquin que, y compris, il y a plein de gens qui sont des travailleurs. C'est des quartiers, en fait, où tu vas bosser, tu vas te faire embaucher sur le port, tu débarques un bateau, le lendemain tu vas faire un autre boulot, après tu vas, hop, à un moment il y a la récolte du cacao, hop, tu vas bosser là-bas. En fait, c'est plein de gens, de très jeunes, qui sont des ouvriers, des tâcherons, etc. Et donc on voit qu'il y a quand même des travailleurs, même si l'immense majorité du pays, c'est des agriculteurs. Donc c'est un livre qui est vraiment très fort parce qu'on voit que la classe ouvrière, elle existait. Ce n'était pas une vue de l'esprit, même s'il était minoritaire. Alors, la montée en puissance de l'UPC, elle va se faire par plusieurs campagnes militantes où ils demandent l'indépendance. Un des trucs qu'ils font, c'est qu'ils font des pétitions. Donc ils font des pétitions, ils réclament l'indépendance et ils ont été reçus, enfin, Oumniobé a été reçu 3 fois à l'ONU. Pour pouvoir défendre l'idée que le Cameroun soit indépendant. Donc ça, c'est une capture d'écran de la vidéo de l'intervention de Ruben, où il défend, donc là, il y a le sous-titrage, d'accord ? Je l'ai pris sur YouTube, hein, c'est facile, vous pouvez les récupérer, elles sont sur YouTube, ces vidéos. Et il dit, il faut l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Et donc, si, à l'ONU, Ruben, il peut prendre la parole, c'est que les États-Unis, ils le laissent faire. Parce que l'ONU... En réalité, c'est le cache-sexe des États-Unis. Donc c'est un moment où les États-Unis, dans les années 50, ils poussent à la décolonisation. Eux ne sont pas une puissance coloniale, c'est une puissance impérialiste et ils n'ont pas besoin de coloniser, ils n'ont pas besoin d'avoir un appareil administratif et militaire sur place pour pouvoir faire leur business et pour pouvoir dominer. Ils ont des capitaux, ils ont beaucoup de matériel, c'est vraiment un impérialiste. Donc eux, ils poussent à la décolonisation. Parce que, en réalité, ces marchés qui sont tenus par les Français et les Britanniques, c'est du pognon qui leur échappe. Donc, à l'époque, les États-Unis, ils poussent à la décolonisation. S'ils laissent parler Ruben, c'est y compris pour cette raison-là, s'ils le laissent parler à l'ONU. Alors ça va permettre de faire des campagnes. Ok, ça marche. Ça marche. Attends, je vais baisser. Et donc, du coup, il faut que je parle moins fort. Du coup, l'Union des populations du Cameroun va politiser en faisant des pétitions. Donc, ils font signer des pétitions, mais de partout dans le pays, etc. Ruben et ses compas, ils font des tournées de partout. Ils prennent la parole, y compris en parlant les différentes langues du pays. Et ils mobilisent. Et ils mobilisent, y compris, là ça c'est une photo de manif à Douala en 1955. Et là, la banderole, vous voyez, c'est marqué « Vive l'UPC » et en dessous « Vive le FLN ». Donc là, ça veut dire que les gars, ils se révoltent, ils manifestent, mais ils sentent que leur combat, il fait partie d'un combat qui est beaucoup plus large que la simple indépendance, d'ailleurs, du Cameroun.
Autre chose qui montre que ce mouvement il est extrêmement profond, c'est la participation des femmes. Alors là, j'ai mis une photo de Marthe Moumier. Moumier, c'est un des principaux dirigeants de l'UPC qui va être assassiné par les Français en Suisse, à Genève, en 1960. Il le tue, les services secrets français l'empoisonnent, à Genève. Hein. Ça, c'est des trucs, faut vraiment qu'on... Qu'est-ce que l'impérialisme français est capable de faire pour pouvoir se maintenir? Ils ont liquidé un gars en l'empoisonnant à Genève. Sa femme, Marthe Moumier, était aussi une militante. Donc elle était un peu dans les dirigeantes, elle organisait des groupes de femmes, il y avait des organisations de femmes, par exemple, qui soutenaient l'UPC, enfin qui étaient dans l'UPC, mais il y avait aussi plein d'autres femmes qui s'engageaient. Là, j'ai mis un autre roman d'un gars qui s'appelle Max Lobé. Donc lui, c'est un gars d'origine camerounaise, mais il est suisse. Et assez récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, il connaissait rien de son histoire. Tout ça, il ne le savait pas. Il a découvert ce truc et ça l'a profondément marqué. Il est retourné au Cameroun et il a fait une tournée, il a discuté avec plein de gens, et notamment des vieilles personnes, pour leur faire raconter qu'est-ce que ça avait été cette guerre coloniale. Et dans son roman, il raconte les discussions très longue qu'il a pendant des nuits avec une vieille dame qui s'appelle Mama Linga. Alors Mama Linga, elle a 75 ans, elle lui fait boire du vin de palme. Bon, ils sont un peu tous, les deux, ils sont à moitié sous à cause du vin de palme, ils discutent, puis Mama Linga raconte plein de choses qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce que tu as mangé, ma tante qui avait... Ah, et puis au milieu, elle raconte l'histoire du tonton qui a fait la guerre d'Indochine et qui est revenu fou, qui avait été tirailleur du Cameroun et qui est redevenu fou. Et puis il raconte aussi l'histoire de ce gars qui était un militant, qui portait des trucs pour l'UPC, et puis en fait de elle-même. Et elle-même, elle était à fond avec Ruben, c'est lui qui appelle en langue bassa, c'est Mpodol, c'est-à-dire le porte-parole, et tout le monde était avec lui, et avec l'Union du population du Cameroun. Et dans ce petit roman, eh ben, on voit comment en fait, c'est vraiment une organisation qui est dans toute la société, de partout, et qui organise vraiment de larges pans de la population camerounaise. On ne sait pas exactement le nombre de militants. Il y avait entre 20 et 80 000 militants pour l'Union des populations du Cameroun. Il y a 3,5 millions d'habitants, hein, donc c'est une grosse organisation. Parce que s'ils ont 80 000 militants, ils ont tout un réseau derrière, et donc ça veut dire ils représentent une sacrée force. L'autre force, c'est une organisation où il n'y avait pas de différence entre les langues, entre les différents groupes linguistiques. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient pour l'unité du Cameroun, et y compris pour l'unité avec le Cameroun britannique. Et il y avait une organisation, enfin l'UPC avait aussi le parti, il existait aussi dans la partie anglophone. Ça, c'était quelque chose qui était intolérable pour les Français. Intolérable. Une organisation avec un réseau pareil, avec des dirigeants qui sont capables d'avoir leur propre politique parce qu'ils ont un appui populaire, et en plus, on combat la division entre les gens. Pour les impérialistes, c'est la fin des haricots. D'accord ? Diviser pour mieux régner, c'est quand même un principe de base pour les impérialistes. Donc, la situation, elle était là. Et en réalité, la décolonisation, malgré tout, elle était irrémédiable. C'était un petit peu la fin de la France à la papa, coloniale, etc. Du coup, comme je disais dans l'introduction, l'impérialisme français, les Français vont réfléchir, les dirigeants, à comment est-ce qu'on va pouvoir gérer les indépendances, partir pour mieux rester. Cette préoccupation que l'indépendance ne vienne pas d'en bas, elle est aussi partagée par les États-Unis. Parce que les États-Unis peuvent bien être pour décoloniser, ils n'ont pas envie que ça soit fait par en bas. Ça, c'est un truc, ils vont, par exemple, assez concrètement, le matériel militaire au Cameroun ou en Algérie, il n'était pas toujours français. Hein, l'armée américaine, elle donnait du matériel militaire. Donc ils étaient pour la décolonisation, mais ils filaient du matériel militaire à la France. Au niveau des intérêts, pourquoi la France, elle tenait quand même, en tout cas un certain nombre de bourgeois français tenaient à y rester, c'est qu'il y avait des intérêts économiques. Alors ce n'était pas les trucs les plus rentables, mais il y avait tout un milieu qui faisait leur beurre, qui s'enrichissait. Par exemple, là j'ai mis une photo, c'est au port de Esseka, donc il y avait des bois précieux. Bon, les bois précieux, ça enrichissait des familles. Par exemple, une des familles qui s'est enrichie dans le bois précieux, qui continue toujours, c'est les Rougier, qui font du business au Gabon, par exemple. Il y avait aussi d'autres intérêts qui commençaient à devenir vraiment intéressants et beaucoup plus vastes. Donc ça, c'est un autre roman, un petit polar, Fracasse. Ça raconte, c'est en 1960. Donc c'est un polar avec des histoires de un gars aventurier marseillais qui doit retrouver... Enfin bon, il y a tout un truc de l'histoire qui est pas mal.
et on se retrouve après au Cameroun, et il décrit la guerre coloniale au Cameroun à travers différents personnages et la société. Là, un des personnages, qui est un Français, il fait une citation, parce que là, c'est l'époque, dans les années 50, où on trouve du pétrole dans le golfe de Guinée. Donc c'est là où on va trouver le pétrole qui, aujourd'hui, est exploité au Cameroun, au Gabon, au Congo-Brazzaville. Je vous fais la citation. « Si on exploitait le pétrole présent sous leurs pieds, ces pauvres bougres pouvaient bien faire leur baluchon. Ils seraient bien chanceux si on leur versait une indemnité ou si on les relogeait ailleurs. Plus probablement, ils seraient chassés par des mitraillettes et des bulldozers avec un doigt d'honneur en guise d'adieu et quelques heures pour pacter leur vie entière. » Et c'est à peu près ce qui va se passer. La colère, elle est toujours là. Donc le pouvoir colonial, il caroube la société, ils essayent de traquer, de réprimer l'Union des populations du Cameroun, mais la colère, on ne l'arrête pas en fait. Et en 1955, il va y avoir toute une montée de grève au mois de mai, toute une combativité, et là, l'État français va faire le choix, maintenant on va réprimer. Donc là, c'est un choix conscient, l'armée française, l'État français, les dirigeants, maintenant on y va. Donc là, on voit sur l'image, c'est la police coloniale, là à gauche, qui est en train d'arrêter des gars qui manifestaient. Et ça va vraiment être des trucs atroces. Donc un autre livre de Mongo Betty, qui n'est pas un roman, mais qui raconte l'histoire politique du Cameroun sur toute cette période, s'appelle Main basse sur le Cameroun. Mongo Betty, il dit... À propos de la répression coloniale de mai 1955, on vit la troupe massacrer les Africains avec une sorte d'enthousiasme sadique. Juste un petit truc, ça c'est en 1955, le livre il a été écrit bien après en fait, en 1971. Pendant des années il a été interdit. Après 68, ce livre il a été interdit par l'État français. Alors comment est-ce que l'impérialisme français va gérer l'indépendance des colonies africaines et du Cameroun ? Assez souvent, on entend aujourd'hui, oui, la France-Afrique, c'est De Gaulle, c'est Focard, c'est méchant, c'est la droite. En fait, c'est pas la droite du tout qui a préparé ça. Ceux qui ont préparé le truc, qui ont préparé le bébé, c'est... Ah, le mec de droite, vous le connaissez ? Celui de droite, c'est Mitterrand. Ouais. Et à gauche, c'est Guy Mollet, un socialiste. Donc ça, c'est le gouvernement de gauche de 1956. Alors la répression coloniale était déjà bien engagée depuis mai 1955, mais Guy Mollet, exactement comme en Algérie, il va choisir, il aura eu le vote des pleins pouvoirs par le PCF, et il va intensifier la répression. Donc on connaît plus ce qui s'est passé en Algérie, mais en fait, au Cameroun, il va faire la même chose. Il va nommer un administrateur colonial qui est un ancien de la Légion, donc c'est Pierre Messmer, c'est le gars à gauche, là. Lui, il a fait l'Indochine. Donc il faut bien se souvenir que les Français ils se sont fait botter le cul d'Indochine en 1954. Hein. Ils se sont pris la grosse pilée là, ils se sont fait battre. Donc tous les gars qui reviennent comme Messmer, eux, ils veulent se venger. Hein. Ils sont, Et donc Messmer est nommé par la gauche comme administrateur colonial au Cameroun. Et il dit « L'UPC était dirigé par des chefs communistes impitoyables. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre, de l'éliminer. » Alors ça, c'est complètement bidon par plein d'aspects. L'UPC n'était ni terroriste, ils ne posaient pas de bombes, ce n'était pas du tout leur méthode. Et ils n'étaient pas non plus d'ailleurs communistes. Ils avaient pu être liés au PC pendant tout un début. En tout cas, Oumniobé et ses copains avaient pu être formés en lien avec le PCF. Pas dans un sens communiste, mais quand même avec une culture politique. Mais notamment après 1956, ils vont vraiment s'éloigner, parce que le PCF, en fait, ils soutiennent la politique de Guy Mollet. Ils ont voté les pleins pouvoirs. Donc là, c'est un peu quand même la rupture. Et à partir de là, Messmer, ça va vraiment être la guerre comme en Algérie. Donc ça, il faut bien, on connaît l'Algérie, parce que ça a été la guerre coloniale. Au Cameroun, ça sera les mêmes méthodes. Donc l'armée française, ils appellent ça la guerre contre-insurrectionnelle. Ils mettent des barbelés dans toutes les routes, dans les campagnes. Vous voyez les barbelés ? Ils mettent des barbelés de partout, toutes les routes. Tac, tu prends un village, on déporte tout un village. Le village, dans Confidence, la Mamalinga, elle a passé toute une partie de son enfance déportée. Elle était dans son village et ils l'ont déportée. Et si le villageois il sortait du camp, c'était un suspect, c'était un terroriste.
et ils se faisaient abattre. Donc ça, c'est... Et l'armée était omniprésente. Là, alors il n'y a pas eu d'appelés. Une des différences par rapport à l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas eu d'appelés. Là, c'était que des soldats professionnels, des soldats français professionnels, et c'est eux qui vont former l'armée camerounaise. Et là, vous voyez tout le matériel. Une bonne partie, là, les jeeps, etc., il y en a certaines, c'est des matériels américains. Là, c'est un autre endroit pareil au Cameroun, dans les coins de campagne, région Bamileke, état d'alerte, circulation interdite sans laisser passer. Donc, n'importe qui, le villageois, le gamin qui voulait passer, n'importe qui passe là, s'il n'a pas son laissez-passer, il est sorti du camp, il peut être abattu à vue. Et ça va être systématique comme politique. Il torture les villageois, il faut avoir les informations, voilà, c'est là. Et il traque Oumniobé. Il traque les militants et les dirigeants, les responsables de l'Union des populations du Cameroun. Là, c'est le cadavre de Rouben. Donc, il y a des soldats de l'armée française qui ont réussi à l'attraper et qui l'ont assassiné comme un chien le 13 septembre 1958. Ils ont laissé le corps exposé, ils l'ont traîné dans différents villages par les pieds pour bien montrer aux villageois, regardez, au Mniobé, on l'a retrouvé et on l'a tué. Et après, ils vont l'enterrer et ils vont le planter dans un endroit introuvable, sous une dalle de béton. C'est-à-dire qu'il faut que les gens ils sachent que Rouben il a été assassiné, mais après, il ne faut pas que sa tombe devienne un lieu de martyr. Et ça va continuer, mais évidemment, tout ça au nom de la liberté. C'est la guerre froide, on se bat pour la liberté, le monde démocratique, contre les communistes, contre tous ces... Et l'armée française, il y a plein, y compris des articles dans la presse française, où ils disent ça. On combat pour la civilisation, vous comprenez, contre ces barbares de l'Union des populations du Cameroun, contre ces terroristes. Hein, ils font peur aux gens. Nous, l'armée française, l'armée française, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de défendre la liberté en coupant les têtes et en les exposant sur le bord des routes pour terroriser les gens. L'autre truc, c'est qu'ils vont aussi former l'armée camerounaise, donc former les cadres, les officiers et plein de soldats. Donc là, la photo, elle montre exactement ça, des soldats français blancs qui sont en train d'apprendre le sale boulot à des gars du Cameroun. Après différentes tentatives pour trouver le bon dirigeant qui serait bien à leur botte, l'impérialisme français va se décider pour un gars qui s'appelle Ahidjo. Donc tout ce que je racontais jusqu'avant, ça s'est plutôt fait, jusqu'en 58 en tout cas, sous le gouvernement de gauche. Là, c'est la gestation, si vous voulez. Mais l'accouchement, après, ça va être les gaullistes et la droite. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans le titre, la France-Afrique en gestation sous la 4ème République est accouchée sous la 4ème République par... Voilà, De Gaulle, vous le connaissez. Celui à gauche, c'est Ahidjo. Et le petit comme ça, là, vous voyez qui c'est ? C'est Focard. Donc lui, c'est vraiment le monsieur Afrique de Gaulle. Et là, cette fois, l'armée française va petit à petit retirer ses hommes, ses troupes, au fur et à mesure qu'ils ont formé les troupes camerounaises. Et c'est les troupes camerounaises fidèles à Ahidjo qui vont prendre en main toute la répression. La guerre contre l'UPC, elle va durer jusqu'en 1971. Donc c'est encore quasiment 15 ans de guerre, 10 ans de guerre pour vraiment très très dur. Alors les gars de l'UPC, les militants, c'était pourtant pas une organisation hyper armée et tout. L'essentiel de leur appui, en fait, de leur force, c'était le soutien qu'ils avaient dans la population. Donc ils estiment dans cette période, après l'indépendance, il y avait 10 000 combattants armés. Alors, on voit les gars, là, ils sont armés avec des vieux fusils. Enfin bon, c'est pas... Mais leur force, par contre, c'est d'avoir le soutien de la population. Et en fait, c'est l'exacte raison pour laquelle le pouvoir de la France et puis le pouvoir d'Ahidjo, ils veulent écraser l'Union des populations du Cameroun. Parce que c'est cette assise qu'il a dans la population. Un autre extrait de Main basse sur le Cameroun, où il raconte la guerre dans les années 60, justement, de répression. C'est un journaliste d'une agence de presse qui raconte « J'ai été écœuré par les abus innombrables d'un vrai régime de Gestapo qui s'est rapidement instauré après l'indépendance. Certaines nuits, on entendait là des hurlements de damnés. Le jour, des camions montaient la route chargés d'hommes enchaînés. La nuit, vers 3 heures du matin, c'étaient les pétarades et les grincements du camion militaire qui allait au cimetière, où une équipe de prisonniers enterrait les corps, nus, sanglants, des malheureux qui avaient été torturés à mort et parfois respiraient encore.
c'était la razzia, les filles violées, les enfants battus, les femmes mises nues et fouettées. Ahidjo se retrouve au pouvoir et il va s'y maintenir pendant encore 10 ans, jusqu'en 1982, avant de céder la place à Paul Biya. Donc lui, il était dans son sérail déjà, c'était un haut fonctionnaire de l'État camerounais. C'est le gars qui est là à gauche. Et en 82, il va remplacer Ahidjo, son mentor, avec derrière c'est Mitterrand qui fait ses magouilles là. Donc là, vous avez l'image de Mitterrand avec Paul Biya. Ensuite, vous avez Chirac avec Paul Biya. Ensuite, vous avez Sarkozy avec Paul Biya. Hollande avec Paul Biya. C'est gauche-droite, il n'y a pas de problème. Et Macron qui fait un bisou à Paul Biya. Et Paul Biya, il a 86 ans, il est très vieux, il est toujours là. Bien malade. Ils vont avoir peut-être des problèmes de succession quand il va mourir, mais il est toujours là. Alors, ceci dit, il ne faut pas penser, les présidents en France, ils changent, mais en réalité, c'est toujours la bourgeoisie qui dirige. Et au Cameroun, c'est toujours vrai. Par exemple, à Douala, il y a Super U. Ou, alors ça, c'est valable aussi dans plein d'endroits d'Afrique, en Afrique, au Cameroun ou dans toute l'Afrique de l'Ouest, le premier opérateur mobile, c'est Orange. Donc là, c'est le siège de Orange Cameroun à Douala. Et Orange, c'est pas que le téléphone, parce que nous, on s'y met un peu plus maintenant, mais une bonne partie des paiements en Afrique, ça se fait par mobile. Parce que c'est plus facile, en fait. Tu n'as pas forcément l'agence bancaire. Donc, du coup, tu fais ton paiement par mobile. Quand tu fais tu dois acheter, une petite vendeuse de rue, elle utilise ça. C'est super pratique. Mais du coup, ça donne un sacré pouvoir à Orange. Parce qu'il contrôle cette manne. Un autre, alors lui, il s'est un peu retiré maintenant d'Afrique. Peut-être qu'il juge que ça lui rapporte pas assez d'argent, mais il y est quand même. Vous connaissez Paul Biya, maintenant, tout le monde. Et le suite gauche, vous le connaissez? Bolloré. Bon, facile, c'est Bolloré. Donc lui, notamment, par exemple, Bolloré, il a 79 morts sur la conscience dans l'accident de la Camrail, un incident de chemin de fer, il y a quelques années, qu'il possédait. Voilà. Bon, il s'est débarrassé de ça. Peut-être qu'il trouvait que ça ne lui rapportait pas assez d'argent. Ah, un autre super important. Vous le voyez? Oui, je sais, il y a Paul Biya encore, mais... Non, à gauche. Vous ne connaissez pas? C'est la 9e fortune de France. C'est le 9e homme le plus riche du pays, en France. C'est Pierre Castel. Alors, Pierre Castel, dès que tu vas en Afrique, la Castel, tout le monde connaît. Ça, il n'y a pas de problème. C'est une des bières les plus bues en Afrique francophone, quoi. Mais il a aussi des usines par exemple, il produit des sodas, du Coca-Cola au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Ouais. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une grève à Abidjan dans l'usine de Coca-Cola d'ailleurs. Et donc Pierre Castel, 9e fortune du pays, lui il fait son beurre depuis bien bien longtemps en Afrique. Tout ça pour dire qu'en réalité, toute cette succession d'événements, ces horreurs et tout, etc., et cette exploitation, c'est du pognon qui revient pour la bourgeoisie française. Et je vous ai remis une diapo si vous voulez avoir les titres des bouquins. Il y en a un certain nombre qu'on vend ici à la